Salut, bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu le docteur Caron, qui est médecin de famille spécialisé en dermatologie. Il est venu nous parler de sa pratique qui a vraiment varié au fil du temps. Là. Il a commencé au public, il est allé au Nouveau-Brunswick. Ensuite, il est revenu, il a travaillé en centre d'hébergement. Après ça, il est parti sa clinique au privé. Donc, full varié, vraiment intéressant. Puis il a vraiment comme mis l'emphase sur le fait que quand on est en médecine de famille ou peu importe le médecin, on peut aller faire les formations qu'on veut en fonction de ce qui nous intéresse, puis qu'il n'y a vraiment pas de limite autre que celle qu'on s'impose soi-même. Fait que c'était vraiment un épisode inspirant, là. Ouais. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr. Caron. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On est content de vous recevoir. On aime de commencer avec la question, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez devenir médecin? Oui, à l'adolescence, déjà, j'avais une grande passion pour l'humain, la connaissance de l'être humain, sa psychologie, son histoire. J'ai eu aussi un diagnostic de manque d'hormones de croissance quand j'avais 13 ans. Et puis, je t'ai suivi en endocrinologie. Donc, à partir de là, mon père me donnait des hormones de croissance 3 fois par semaine. Donc, c'était mon premier contact avec la médecine. Puis, j'ai trouvé ça intéressant que la médecine pouvait résoudre des problèmes là, comme la grandeur finale. Au lieu de 5 pieds, juste 5 pieds 7. C'est quand même bien. Ah, c'est intéressant. Votre parcours ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes rentré en médecine directement après le cégep? J'ai pas rentré en médecine directement après le cégep. J'ai fait 3 ans en pharmacie. OK. Dès la première année de mon baccalauréat en pharmacie, ma mère est tombée gravement malade d'un cancer du pancréas. Et puis, cela a duré 5 ans. Puis, durant ces 5 années-là, c'est sûr que j'étais très proche de ma mère. J'ai vu vraiment qu'est-ce qu'était la maladie grave. Donc, c'est sûr qu'en étant un peu pharmacien, en ayant des connaissances, j'ai pu aider ma mère. Et puis, j'ai un peu créé une relation, sans dire médecin-patient, là, mais un peu une relation très authentique. Et puis, c'est à partir de là que j'ai décidé d'aller en médecine. Donc, après 3 ans de pharmacie, j'ai demandé mon admission à l'Université Laval à Québec. OK. Puis là, vous avez parlé un peu d'endocrinologie et puis au niveau, oncologie, j'imagine. Et est-ce que ça l'a cheminé un peu durant votre parcours en médecine? Qu'est-ce qui a mené à médecine familiale finalement, là? 2 choses. Je trouvais que j'avais une bonne connaissance avec les médicaments, donc la médecine familiale touchait un peu tous ces aspects-là. Et puis, je trouvais que la médecine familiale, c'est au cœur des soins. Tu coordonnes, tu es vraiment là pour travailler avec les autres professionnels. Donc, je trouvais que ça me restreignait. Je n'étais pas restreint. Donc, la médecine familiale, aussi pour le suivi de maladies chroniques, suivi de famille, parce que les maladies aussi affectent les gens autour, les enfants, tout ça. Donc, c'est pour cette raison-là que la médecine familiale m'a séduite. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez pendant vos études en médecine, est-ce que vous vous souvenez de comme une chose, un événement qui a fait en sorte que c'était vraiment ça, la médecine familiale? Je pense quand j'ai accouché mon premier enfant. Ouais? Ouais, ça, j'ai été marqué. J'ai été marqué par le lien humain. Puis je trouvais que la médecine familiale, c'était la spécialité où on pouvait avoir plus de contact avec les gens de tous les âges, là. Donc, c'est une des raisons que autant les enfants, les personnes âgées, la psychiatrie, la dermatologie, qu'on pourra parler plus loin. Donc, à partir de ce point-là, j'ai su que je voulais être médecin de famille.
Vous aviez trouvé comment votre stage pendant l'externat en médecine familiale? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, on a des stages comme obligatoires, là. Oui. Mettons un 6 semaines, je pense, en médecine familiale. C'était comment ce stage-là? Est-ce que c'est venu comme concrétiser le fait que vous vouliez aller en médecine familiale? À l'externat, oui, mais nous, c'était des stages en région. OK. Donc, je suis allé à Roberval, et puis 8 semaines, puis j'ai bien aimé ça. Donc, oui, ça, j'ai su que je voulais être médecin de famille. Vous avez fait votre doctorat en médecine à Laval, à l'Université Oui. Laval, et votre résidence? À Maisonneuve-Rosemont. OK, à Montréal. Oui, que j'ai bien apprécié, surtout au niveau pour les spécialités. Donc, j'ai trouvé intéressant d'avoir des ophtalmologues, des orthopédistes. Donc, réellement, là, je trouvais que le service de Maisonneuve-Rosemont contient beaucoup de spécialités qui font qu'on peut avoir des stages de qualité. Entre l'externat que vous avez fait en région et la résidence qui était carrément en ville, est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées qui étaient différentes? Qu'est-ce que vous avez préféré? C'est sûr que le stage de médecine familiale à Maisonneuve-Rosemont ou le stage à Roberval, c'est plus du bureau. Tandis que les autres stages, c'était plus l'hôpital d'urgence. En région, c'est plus l'hôpital d'urgence. Je me suis trompé. À Maisonneuve-Rosemont, c'était en bureau. Okay. Et Roberval, plus l'urgence, l'hospice. Donc, moi, j'étais un petit peu plus du côté bureau. Donc, suivi de maladies chroniques, tout ça. Donc, ça me rejoignait moins, mais ça rejoignait plus d'étudiants dans mon groupe aussi. Donc, c'est vraiment deux aspects différents de la pratique, là. Mais c'est sûr qu'en région, on fait plus d'hôpital, plus d'urgence. Donc, il faut aimer la pratique hospitalière. Puis, il faut aimer un petit peu plus se débrouiller sans les spécialistes, là. Donc, c'est un petit peu plus d'autonomie en région, je trouve. OK. Puis là, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous avez préféré le bureau? Moi, je préfère le bureau. OK. Ouais. Puis, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que souvent, c'est comme un peu la hantise de certains élèves, là, les filles des ouïes. Qu'est-ce que vous préférez dans le bureau? Oui, pourquoi? Bien, le bureau, ce que j'aime, c'est surtout le suivi. C'est des patients que normalement qu'on connaît. Donc, on peut faire une étude longitudinale, on peut suivre un diabète, on peut prévenir les choses. Tandis qu'en hôpital, on est plus devant le fait accompli. Il y a le côté aussi relocalisation, aussi beaucoup de personnes âgées qu'il faut relocaliser, qui sont là en attente. Donc, le bureau, pour moi, on était vraiment dans la prévention, les soins aigus. Moi, j'aimais beaucoup le rendez-vous aussi. Mais c'est sûr que c'est deux pratiques différentes. Mais pour moi, le bureau, j'aimais mieux ça, là. Il y avait plus d'encadrement. Quand vous êtes sorti de la résidence, c'est où que vous avez travaillé après? Donc, j'ai fait 6 mois au Nouveau-Brunswick à l'urgence. Donc, je voulais avoir un petit peu plus de connaissances à l'urgence. Parce que nous, c'était 2 ans. Je ne sais pas si ça a changé. Pas encore. Ça change, là. Ça sent bien. Ça sent bien, bon. OK. Donc, je voulais aussi apprendre un peu plus l'anglais. Donc, j'ai fait 6 mois au Nouveau-Brunswick. Puis après ça, j'ai commencé ma carrière à Lavaltrie, dans un GMF. Donc, j'ai fait l'hospitalisation. Puis un peu, comme je vous ai dit, ben c'est cette question de relocalisation, de bureaucratie, de paperasse un peu en hôpital, veut pas. Les gens sont là pour être soignés, mais aussi être relocalisés, là. Il y a beaucoup de personnes âgées au Québec qui attendent une place, ce qui est dommage. Donc, j'ai décidé d'aller faire des centres d'hébergement. OK. Donc, au moins, il était à leur place, il n'y avait pas de transfert, puis je pouvais me consacrer à la médecine. J'ai bien aimé ça. Les personnes âgées sont très, très chaleureux, ils sont très contents de nous voir. Puis, il y a aussi toute la famille, le contexte des soins aigus, des soins chroniques, puis le contexte des niveaux de soins que vous allez apprendre à gérer. Parce que je pense que c'est bien traité, mais aussi il ne faut pas aller trop loin dans le traitement. Il faut savoir mettre ses limites. Puis le patient a son rôle à jouer. Donc, après la résidence, c'était 2 ans au Nouveau-Brunswick, dans ma province. Ensuite, OK, très bien, je reconnais l'accent. 6 mois. 6 mois, OK. Puis après ça, c'était à Lavaltrie, dans des centres d'hébergement. Lavaltrie, dans un GMF. Dans un GMF. Et aussi des centres d'hébergement. J'ai fait un peu d'hôpital, un 6 mois. OK. Puis ensuite de ça, vous avez fait quoi? Après ça, j'ai arrêté 1 an. 1 an pour construire mon complexe médical.
Donc, mon complexe médical, je l'ai nommé au nom de ma mère, Réjeanne Durand. OK. Puis je voulais vraiment avoir un tout en un. Qu'est-ce qui arrive en médecine de famille, surtout la médecine de famille de bureau, on est souvent isolé. On doit avoir réponse au diagnostic avec... C'est pas comme un hôpital, on n'a pas accès rapidement au laboratoire, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que la médecine familiale était tellement de plus en plus complexe qu'il fallait travailler en équipe. Donc, pharmacien, nutritionniste, psychologue, tout ça. Donc, ce que je voulais construire dans mon complexe, c'était vraiment un one-shop deal, c'est-à-dire qu'on retrouve le plus de professionnels de santé sur place. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est peut-être la première clinique où il y a un vétérinaire et une clinique médicale, un à côté de l'autre. Ouais. C'est peut-être un des seuls centres, là, des fois, je suis allé chercher de la colle chez les vétérinaires parce qu'il m'en manquait. Dans la clinique, est-ce qu'il y a seulement des médecins de famille ou il y a aussi des spécialistes? On est une médecine de première ligne. On est 6 médecins puis 4 IPS. Okay. Donc, j'ai été un des premiers à incorporer les IPS au modèle d'une clinique privée. Je trouve que ça va très, très bien. Les IPS sont très autonomes et aident aussi à fournir des soins les soirs et les fins de semaine. Des spécialistes, c'est beaucoup plus difficile à attirer dans le privé. Cependant, chaque médecin de famille a une certaine spécialité à la clinique. Par exemple, on a une clinique d'infiltration. Moi, je fais de la dermatologie. Un IPS fait du TADH. Clinique d'obésité. Donc, chaque médecin de famille a sa petite spécialité, sa petite expertise qui peut donner pour diminuer le temps d'attente avec un spécialiste. On peut régler des choses avant nécessairement aller vers un spécialiste puis attendre 6 mois, 1 an. On le fait dans notre clinique. OK. Donc, est-ce que vous faites des suivis des patients comme vous êtes le médecin de famille d'un patient à cette clinique-là ou c'est plus comme des rendez-vous de, je sais pas, un rendez-vous comme ça, quelqu'un qui a un besoin particulier? Pour la médecine de famille, au niveau du privé, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au public, c'est-à-dire qu'on a nos propres patients. Et puis, on fait aussi l'accès adapté, c'est-à-dire qu'on se laisse des places pour voir des sans rendez-vous. Donc, je peux pas dire que les cas sont moins lourds, même je dirais que les gens, avant d'aller en privé, des fois, ils attendent, puis ils se ramassent avec des diabètes mal contrôlés, tout ça. On peut avoir une longue discussion là-dessus, mais je trouve que les cas, là, sont pas très différents du public, là. Donc, on fait vraiment de la médecine de première ligne. Beaucoup de santé mentale. Je pense que les gens qui vont aller en médecine de famille, votre futur, il faut avoir une certaine passion pour la santé mentale, surtout après la COVID. 40% de mes cas, c'est de la santé mentale. OK. C'est étonnant, on dirait au privé, j'aurais pas imaginé ça. Puis surtout je pense qu'on entend souvent que les cas au privé, c'est des gens peut-être mieux nantis, les problèmes seraient différents, mais c'est intéressant. Ça dépend. C'est sûr que moi, dans ma clinique, j'essaie de garder un privé abordable. OK. Ça dépend qu'est-ce qu'on compare un prix d'un plombier quand on va aller chez le vétérinaire. Absolument, je sors avec plus grosse facture que ma clinique. Mais bref, tout ça pour dire qu'on essaie de rester abordable. Puis on a quand même des assistés sociaux. On a des gens de tout genre, là, des personnes âgées, des familles. J'ai pas calculé le revenu médian de mes patients, là. Mais je peux vous dire qu'on a quand même différents groupes de personnes. L'immigration aussi, les gens pas de médecin. Tantôt, vous aviez dit que vous aviez pris 1 an pour construire la clinique. C'était quoi le processus de mettre en place une clinique ou de la construire même? C'est tout un processus. C'est presque un MBA en soi-même. C'est de trouver un terrain, c'est négocier avec le constructeur, négocier avec les assurances, choisir son équipe, faire de la ressource humaine, être bon en comptabilité, en finance. Donc, moi, mon père est entrepreneur, malgré qu'il était rendu à un âge avancé qu'il ne pouvait pas m'aider dans mon projet, mais il reste que c'est un constructeur, puis j'ai un peu ça dans le sang. Donc, mais il faut toucher à tout, parce que le but, pour avoir des bons soins, il faut avoir aussi une bonne gestion. Okay. Et ça, les médecins, quand on est formé, je crois, on oublie le côté gestion parce qu'on arrive d'un environnement, mais si c'est mal géré, la qualité des soins aussi va en subir. Donc, moi, je voulais vraiment que la gestion soit le plus optimale pour le patient, pour que le patient soit au cœur des préoccupations. Donc,
le côté entrepreneurial m'a pris beaucoup de mon temps. J'ai toujours aimé ça. Mais il faut être passionné, il faut être un leader positif, il faut apporter des idées, une vision. Oui. Vous avez tous fait ça sans aller chercher justement un MBA, puis tout, c'est juste dans votre sang. J'ai appris sur le tas. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des erreurs à ne pas refaire ou des trucs qui ont vraiment bien fonctionné pour ceux qui nous écoutent, qui pensent peut-être... Je pense qu'il faut bien s'entourer. Je pense qu'il faut avoir un mentor. OK. Je pense que le meilleur conseil, c'est de trouver quelqu'un proche de vous qui a déjà la base des affaires. Ça évite beaucoup d'erreurs. J'ai toujours dit qu'il faut avoir la bonne triade, là. Un bon médecin, un bon comptable et un bon avocat. OK. Oui, c'est ça. Donc, il faut être aussi entouré de gens qui ont déjà fait... Puis, je pense qu'il faut avoir confiance, il faut être optimiste. Mm-hmm. Je me demande, mettons, au public, les médecins vont facturer à la RAMQ. Pour le privé, comment ça fonctionne? Est-ce que vous devez comme demander des droits de pratique ou comment ça fonctionne par rapport à ça? Vous pouvez vraiment décider de faire ce que vous voulez vu que vous avez comme fait votre doctorat en médecine et tout? Effectivement, c'est un peu la loi du marché, c'est-à-dire que c'est par rapport à nos compétiteurs. C'est sûr qu'on fixe un prix, on pense que c'est un prix raisonnable, puis c'est sûr que la loi du marché nous le dit un peu. Là, on essaye, moi j'essaie de rester en bas des 150 $ la consultation, mais ça dépend de chaque clinique, ça dépend de chaque entrepreneur, ça dépend de c'est un réseau. Mais ma question, c'est plus, est-ce que vous avez le droit de faire comme n'importe quel acte? Oui, c'est n'importe quel acte si, bien entendu, si on est expérimenté. Donc, on a le même code de déontologie, mais effectivement, ce que j'aime en privé, c'est qu'on peut développer des spécialités quand même assez rapidement. On n'a pas beaucoup de bureaucratie. Donc, nos médecins on s'assoit ensemble, on dit on fait ça, on fait ça pour le patient, comment qu'on le fait. Puis, ça va assez rondement là, si on a une bonne équipe. Comme moins de formulaires à remplir, puis... Moins d'étapes. C'est sûr, quand on est dans un gros GMF, on est 15 médecins. Moi, j'ai toujours dit, quand c'est trop gros, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Okay. Donc, nous, on reste quand même là, avec toujours 4 médecins ou IPS, là, mais pas plus par jour. OK. Ouais. Pour garder le contrôle. Tantôt, vous avez mentionné que vous êtes plus spécialisé en dermatologie. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ça, puis si vous avez fait des formations par rapport à ça? Oui. C'est sûr qu'après 15 ans de médecine familiale, on veut aussi avoir un petit dada. Puis j'ai toujours aimé la dermatologie, puis c'est très visuel. C'est sûr que quand on est médecin de famille, on a beaucoup aussi de psychologie. Donc, de retourner dans une science plus visuelle, tout aussi m'a toujours intéressé. Et puis, c'est très concret. Donc, premièrement, je me suis équipé d'un dermatoscope. Et puis, j'ai eu plusieurs formations avec des dermatologues, plus des congrès. Puis, la COVID m'a laissé beaucoup de temps de lire sur la dermatologie. Et puis, je suis un passionné de tout ce qui est technologique. Donc, dernièrement, puis c'est aussi, les médecins peuvent avoir ça, les médecins de première ligne. Je me suis acheté un dermatosenseur. C'est quoi? C'est un petit appareil qui fonctionne par impédance et par courant électrique. Donc, on met sur la lésion le petit appareil. Par exemple, c'est une lésion d'1 centimètre. On fait 5 points. C'est pas des points, là, ça envoie des petits courants. Puis ça prend la résistance électrique du tissu. Puis ça compare avec l'intelligence artificielle. Puis en 2 minutes, on est capable de catégoriser une lésion 1 à 10 selon le risque de cancer. Ouais. Est-ce que ça peut, d'une certaine façon, remplacer la biopsie ou comme... Ça peut nous dire qu'il faut faire une biopsie. Donc, pour les mélanomes, pour les lésions, les carcinomes, c'est un appareil qui a été approuvé par la FDA, pas encore au Canada, mais quand même, je l'ai quand même obtenu par les États-Unis, mais ça reste que c'est un outil, là, mais c'est très, très efficace avec l'intelligence artificielle, là. Donc, par exemple, une lésion en bas de 3, on ne peut pas trop s'inquiéter, mais une lésion à 6-7, on commence à suspecter là, 10 à 20 % de cancer là, facilement. OK. Puis, les formations que vous avez faites, c'est à quel endroit? Comment est-ce que vous êtes comme inscrit à ça? Beaucoup par le médecin du Québec. Aussi, ça s'appelle Dermacon. C'est des conférences sur la dermatologie chaque année.
Puis avec des contacts en dermatologie qui me disaient un petit peu, là, m'aiguiller, tout ça. Puis beaucoup de lectures, parce que la dermatologie, c'est beaucoup de photos. Photos. Donc, ce qui est intéressant de la dermatologie, c'est une science qu'on peut étudier visuellement assez facilement. OK. Ouais. Puis, c'est une science aussi qui est peut-être moins lourde en termes de suivi de paperasse. Donc, ça me laisse un peu de temps à gérer d'autres choses aussi. Est-ce que vous faites des traitements de dermato aussi? Oui, je fais pas de l'esthétique, je fais vraiment de la dermatologie clinique. OK. Donc, acné, psoriasis, j'enlève des kératoses séboriques. On sait que les kératoses séboriques, c'est comme ces grosses verrues-là noirâtres. Là. OK. Au public, ils les enlèvent pas ou ça prend un an. Des fois, ça peut causer une certaine douleur ou détresse. Donc, moi, je les enlève. Je me suis acheté un cauterisateur. Donc, souvent, le médecin de famille, on n'a pas ça. Moi, je me suis acheté ça. Je les enlève assez facilement. Donc, c'est des techniques qui sont quand même assez simples. Je me lance pas dans des cancers. Là. Je sais où est ma limite. Là. Mais en dermato, on peut utiliser plusieurs outils qui sont quand même assez facilement disponibles. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez pas faire comme en tant que médecin de famille qui est spécialisé en dermatologie versus, mettons, un dermatologue, ou vous pouvez toucher pas mal à tout? C'est ça qui est intéressant par la médecine de famille. Je connais beaucoup de médecins qui font des infiltrations. Je connais beaucoup de médecins qui font du TDAH. La limite est vous. La limite, c'est vos connaissances. OK. Donc, c'est à vous de donner vos limites. Vous allez le voir dans l'externat ou en résidence. C'est important aussi de mettre les limites et de dire, ben ça, je suis pas à l'aise avec ça. Ça, c'est aussi important d'un choix de spécialité entre la médecine familiale. Il faut être à l'aise à pas tout savoir en médecine de famille. Et avec les patients, ça se passe bien quand vous dites que vous avez une expertise en dermatologie? Oui. Puis je fais très attention. C'est sûr qu'au niveau publicité, on est très encadré, puis c'est tout à fait correct. Donc, je me présente jamais comme un dermatologue. Je me présente comme un médecin de famille qui a un intérêt en dermatologie. OK. Ça va relativement bien. Peut-être un cas sur 200, là, où il y avait peut-être eu un quiproquo, mais ça s'explique. Là. OK. Est-ce que il y a des techniques en dermatologie que vous avez besoin d'avoir une certification pour avoir le droit de le faire ou pas? Pas vraiment. Non? Pas vraiment. Mais je traite pas les cancers, là, mais les biopsies, les techniques en ellipse, toutes des techniques qu'on peut apprendre dans des stages de dermato ou même en médecine de famille dans nos stages de résidence. Là. Non, pas vraiment. Est-ce que c'est possible d'aller, disons, comme médecin de famille, d'aller observer un dermato pour apprendre ou c'est pas vraiment comme ça que ça se fait? Oui, c'est ça que j'ai fait. Ouais, OK. Directement. Oui. Là. Oui, on est très content. Ouais. Pendant comme plusieurs jours, comme. Oui. Ouais. Oui, j'aurais pu passer le mois là. Ouais, OK. Oh, il n'y a pas de problème. Quand on approche un collègue, on lui dit qu'on est intéressé par ses connaissances, souvent, 99%, c'est très positif. Là. OK. Parce que les spécialistes veulent que le médecin de famille en prenne plus, puis les réfère au bon endroit au bon moment. Ouais, puis je pense surtout en dermato, dans d'autres podcasts, on a entendu que les médecins de famille référaient pour des genre du vieillissement de la peau normale. Donc, ça l'engorge, je veux pas, les dermatos pour des choses un peu banales. Donc, c'est intéressant. Oui, puis notre formation en dermato est quand même limitée là, comme médecin de famille. Là, c'est pas un stage obligatoire, je me rappelle bien. Donc, c'est clair que le médecin de famille, surtout avec des critères comme ABCDE, des fois, c'est pas clair, tout ça. Donc, il va y avoir beaucoup de référencement, j'imagine. Là. Puis, il n'y a pas beaucoup de dermatologues au Québec. Est-ce que vous diriez que ça vaudrait la peine à l'externat de prendre un stage à option en dermatologie? Si ça nous intéresse. Si ça vous intéresse, mais encore là, ou c'est mieux de l'ophtalmologue va dire c'est ça le problème là. c'est ça. Mais si on est intéressé, c'est sûr que ça fait partie des consultations fréquentes en médecine de famille. Puis si jamais on peut pas avoir de stage à option puis qu'on voudrait être médecin de famille, est-ce que vous avez comme des ressources ou des choses que les médecins de famille pourraient se référer?
Moi, je pense qu'il faut accompagner un dermatologue, la lecture, les congrès. Moi, je suis ouvert s'il y a des étudiants qui sont intéressés. Là. On reçoit des IPS, des externes, des résidents. Je suis toujours ouvert à si quelqu'un veut me contacter. Oui, parfait. Puis, est-ce que, dans le fond, vous faites du privé en ce moment, mais est-ce que ça existe des médecins de famille spécialisés en dermatologie comme plus au public ou c'est moins fréquent? Justement, j'en ai rencontré un qui était dans le public, qui était spécialisé en dermatologie, effectivement. Souvent, on retrouve aussi la dermatologie esthétique. Mm-hmm. Donc, c'est plus rare quelqu'un comme moi qui ne fait pas d'esthétique. Absolument, ils font les deux. Mais dernièrement, j'ai rencontré une dame, mais elle était dermatologue dans son pays. OK. Donc, elle est venue médecin de famille, Okay. puis elle a réorienté vers la dermatologie. Puis ça peut travailler où des médecins de famille spécialisés en dermatologie, à part comme dans une clinique privée? Ah, ça peut travailler dans le public. Je pense pas que il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez faire 3 jours en médecine familiale, une journée en dermatologie. Vous avez quand même au public l'autonomie pour faire ce que vous voulez. Là. Mais c'est sûr qu'il y a certaines... En médecine familiale, il faut que vous faites l'hôpital ou les AMP puis les PREM, mais en dehors de ça, vous êtes quand même libre. Là. Fait que si vous voulez faire une journée dermato, je suis sûr que vos collègues vont être très contents. OK. Ça ressemble à quoi une semaine typique pour vous en tant qu'entrepreneur et médecin de famille? C'est sûr que j'ai arrêté un peu la médecine de famille il y a environ 1 an, là, suite au décès de mon père. Je vous dirais que je faisais 3 jours de médecine de famille. Donc, je commençais à 9h, je finissais vers 5-6 heures. Puis, les journées, c'était vraiment l'administration, développer des projets, m'occuper de la comptabilité, des ressources humaines, tout ça. Mais avec le temps, j'ai vraiment développé une équipe de direction. Puis, j'ai mis des chefs de département, par exemple, au niveau du secrétariat, au niveau des infirmières. Et il faut déléguer. OK. Il faut déléguer. Sinon, c'est très difficile de faire les deux. Donc, c'était comme 3 jours de clinique et 2 jours pas mal temps plein de... Ouais. Puis des fois, je travaillais le samedi. Je faisais le samedi 1 fois sur 2. Ouais. OK. Ouais. Et tout ce qui est laboratoire, quand vous demandez des laboratoires, est-ce que ça va à l'hôpital? Ça fonctionne comment, la liaison avec... Ouais, ben les gens se demandent souvent, quand ils sont référés en privé, est-ce qu'ils vont toujours rester en privé? Non. Nous, on choisit l'option qui est le plus rapide en coût-efficacité. Nous, on donne toujours le choix d'aller... le patient d'aller au public. Okay. Si l'accès est rapide, tant mieux, il paye des impôts, puis c'est tout à fait correct. En autant qu'on sauve les résultats rapidement, puis que le patient n'est pas sur une liste d'attente pendant 3 mois. Donc, nous, on dit toujours, vous pouvez aller dans le public ou dans le privé. OK. Ça dépend. Il y a des patients qui ont des assurances qui vont dire, j'aime mieux le faire sur place. D'autres, non. On est vraiment beaucoup de liberté sur le choix des patients. OK. Excuse-moi. Il y a une question qui me vient en tête là, avec... tu sais, vous êtes parti, vous avez fait un peu au Nouveau-Brunswick, vous êtes revenu ici, vous avez fait de l'hébergement. Est-ce que vous avez jamais inscrit des gens sur votre liste de médecins de famille au public? Quand je travaillais au GMF, oui. Ouais? OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé, ça, de comme, finalement, de quitter cette liste-là? Et comment c'est difficile à faire? C'est difficile, oui. Cependant, j'avais un jeune médecin qui pouvait en prendre un peu. OK. Ça a été atténué, mais j'ai quand même écrit une lettre à tous mes patients expliquant. Je voulais vraiment qu'ils le sachent. Mais avoir une relève, puis quand on est rendu avec un grand nombre de patients, effectivement, aller vers le privé, ça peut être effectivement difficile au niveau personnel, puis ça peut être difficile pour le patient, là, j'imagine, qui perd un peu son médecin de famille, dépendant de ses moyens. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé au départ ou vous êtes arrivé un peu au fait de vouloir créer votre clinique? Puis... C'est sûr que je suis un peu allergique à la bureaucratie. Je trouvais que la médecine de famille, très important des soins personnalisés, surtout avec ce que j'ai vécu avec ma mère, donc des soins où on prenait le temps, qu'on avait une équipe multidisciplinaire. Je voulais un petit peu plus d'autonomie dans ma pratique, puis j'avais un côté entrepreneurial, puis je voulais créer une équipe qui non seulement venait, restait, mais évoluait aussi.
Donc, m'en est le choix est venu à moi-même que je voulais être mon propre entrepreneur, avoir ma propre clinique. Puis maintenant que vous travaillez au privé, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez par rapport au public que vous préférez vraiment du privé ou est-ce qu'il y a certaines choses aussi qui peut-être vous manquent du public? C'est sûr que j'aurais aimé ça continuer à faire des centres de personnes âgées. J'aimais beaucoup ça. Malheureusement, en privé, on ne peut pas faire du public. On pense que le privé, oui, pour certains médecins, il y a une meilleure qualité de vie, ça je ne le cache pas. Cependant, les gens sont exigeants. Donc, ils payent. Donc, arriver en retard ou être bête ou de ne pas donner du bon service, en privé, ça demande... ça se fait pas. Mais c'est clair et net qu'il y a certaines activités que dans le public qui me manquent. Faire un peu d'hôpital, faire des centres de personnes âgées, oui. On est très restreint en privé, malheureusement. Il faut aimer le bureau. Ouais. Est-ce que vous avez parlé, dans le fond, des autres spécialités qui sont dans votre clinique en ce moment? Est-ce que vous cherchez à comme élargir ou vous voulez vraiment rester comme avec seulement ces spécialités-là? Bien, j'aimerais vraiment élargir le plus possible. Moi, ce que je veux, c'est que le patient ait les soins les plus complets sous un même toit. Donc, plus que mes médecins ou mes IPS font des surspécialités, plus que je trouve ça intéressant. Par exemple, un IPS qui fait de la santé masculine. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez lu là, dans les journaux, là, la testostérone, les pilules pour les cheveux, tout ça. Là, c'est un gros marché aux États-Unis. Puis c'est très peu banal. Avec la médecine virtuelle, là, c'est un peu fast-food des fois. Là. Donc, c'est important pour moi d'avoir un expert en santé masculine qui prenait le temps... même chose pour l'obésité. Moi, je suis pharmacien. Je trouve que les médicaments doivent être expliqués aussi avec tout le programme d'entraînement, tout ça. Là, c'est trop rapidement prescrit là, par certaines compagnies. Donc, oui. Est-ce que vous pensez à d'autres spécialités que les médecins de famille peuvent faire qui pourraient être dans votre clinique? La médecine sportive. On a une clinique de migraine à la clinique. Tout ce qui est des spectres de l'autisme aussi, c'est intéressant. Quand vous dites une clinique de migraine, est-ce que c'est comme une journée où vous faites juste des migraines ou? Non, c'est un peu moi qui ai lancé le programme quand j'étais médecin de famille. C'est les migraines chroniques. OK. On sait que les neurologues peuvent offrir le Botox pour traiter les migraines chroniques. Et puis, dans la région, il n'y avait aucun endroit où les patients pouvaient avoir ce service-là. Donc, je me suis formé. OK. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a une centaine de patients qui ont des migraines chroniques là, qui affectent. Leur quotidien. On a vraiment là, 15 migraines par mois, puis qui sont soulagés à 80-70% souvent par le Botox. Là. Donc, le Botox, on pense souvent que c'est l'esthétique, mais c'est aussi la transpiration excessive, c'est les migraines, c'est les spasmes. Donc, c'est aussi un côté que le privé, des fois, on peut se retourner puis offrir. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais c'est que je me demande, en fait, pour comme ceux qui écoutent, puis aussi par intérêt de toutes ces formations-là ou ces surspécialités-là de la médecine familiale, c'est des choses que, par intérêt, tu décides d'aller lire ou d'aller faire des conférences, puis tu as comme le droit de te spécialiser un peu dans ça. Oui. C'est sûr que c'est toute une question de respect de vous-même. Là. Si vous le voyez, là, si vous n'avez pas les connaissances, là, quand vous n'êtes pas à l'aise avec un patient, là, c'est un signe. C'est un signe que vous n'avez peut-être pas les connaissances. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on entend souvent parler des R3 comme R3 en ceci, R3 en ça. Puis je pense que c'est bien de savoir qu'on a aussi l'option de se former nous-mêmes parce que je pense pas qu'il existe des R3 en dermato. Non. Non. Si vous avez un champ d'intérêt, vous pouvez toujours le développer, effectivement. Oui, c'est motivant quand même. Oui, puis c'est bien de voir qu'on n'a pas nécessairement de limites sauf nous-mêmes qui sommes notre propre limite. Première ligne, vous pouvez prescrire tous les médicaments que vous voulez. Là. C'est fou. Là. Donc, c'est un peu à vous de voir que votre formation soit suffisante pour traiter un patient. Oui, Sophie, à notre jugement. Autre que la clinique, en ce moment où vous travaillez, est-ce que vous avez d'autres comme lieux de pratique? Non, c'est mon seul lieu de pratique. C'est sûr que comme entrepreneur, il faut être sur place, il faut
comme leader, il faut être là quand même pour voir au niveau des ressources humaines, la comptabilité, les projets, tout ça. J'ai un projet d'Humani 2.0, comme je l'appelle. Ma clinique s'appelle Humani, le latin d'humain. Puis vraiment, là, je veux vraiment moderniser là, entre l'humanisme et la technologie parce que vous allez être confrontés à une technologie de plus en plus présente. Et j'ai vraiment vu une différence quand j'étais médecin de famille il y a 15 ans, puis aujourd'hui, comment que les gens, maintenant, sont informés, comment que les gens utilisent les technologies, comment que la consultation est différente et comment que la consultation aussi est des fois plus longue. Parce que les gens ont plus de questions. Parce qu'ils ont déjà été recherchés là. Ouais. Donc, les dépistages, vous n'avez pas fait, oui, c'est vrai. Donc, c'est plus une médecine que je dirais paternaliste. Là, je dirais que c'est une médecine là, vraiment d'écoute puis de collaboration. Là. Ça doit être plus challengeant aussi des fois. Oui, c'est plus difficile parce qu'il y a des patients qui s'attendent à des traitements. Oui. Puis ça doit être difficile de rassurer des patients parfois, j'imagine. Oui, c'est plus difficile. On va lire puis on pense qu'on a le cancer. Oui, Dr Google, effectivement. Effectivement. Mais des fois, je trouve pas ça mauvais parce qu'un patient éduqué, souvent, va mieux suivre son traitement. Puis souvent, les patients ont des très bonnes questions. Des fois, les patients, des fois, en savent plus que moi sur un sujet tellement qu'ils l'ont lu. Là. Donc, il faut toujours être humble. Puis avec l'intelligence artificielle, comme je vous dis, là, on a implanté Cœurway. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est quoi? Donc, Cœurway, c'est une compagnie québécoise. Donc, quand vous allez faire votre note, le patient est enregistré, puis par l'intelligence artificielle, une note est produite. Donc, tout ce qui est, mettons, qui parle de son bateau là, ou quelque chose, il va l'ôter dans la note. Puis l'intelligence artificielle va restructurer la note, vous la vérifiez. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins d'administration parce que l'écriture de notes, c'est très long. Et puis, même un questionnaire, un formulaire, vous allez pouvoir le rentrer, puis lui, il va aller chercher les symptômes dans la note, puis il va retranscrire les symptômes dans votre formulaire. Wow! Okay. Donc ça fait vraiment partie intégrante de votre pratique, là, c'est impressionnant. Je pense que c'est la première fois qu'on entend. Oui, je savais pas que ça existait. La robotique, on va voir un robot cette année. On va faire ça. Accueillir, il va aller transporter, il va aller porter des choses. Comme à l'entrée? C'est lui qui va dire bonjour. Ben, peut-être pas bonjour. On va l'utiliser effectivement. Je suis allé à Dallas, j'en ai vu. Il y a Moxie aux États-Unis, dans les hôpitaux qui transportent des choses, des médicaments. Mais là, l'intelligence artificielle va rentrer là, bientôt dans les robots. À Mirabel, il y a une belle compagnie là, aussi, que je suis en discussion. OK. Ah, c'est cool. Puis ça, vous avez un peu l'espace pour faire ça parce que, tu sais, au public, j'ai l'impression c'est tellement compliqué. Juste, tu sais, ils sont rendus à mettre les dossiers en ligne. Là. Oui. J'imagine que ça va prendre des années, mais c'est intéressant d'avoir accès à cette technologie-là comme beaucoup plus rapidement. Oui, bien nous, on fonctionne par le portail patient, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir tous leurs documents par portail. On n'utilise presque plus le papier. On travaille beaucoup sur le rendez-vous en ligne. Dans le fond, on veut simplifier la démarche pour le patient, puis la technologie, on doit l'utiliser parce que sinon, on va être 10 ans en arrière. Donc, c'est votre génération, ça va être votre réalité, ça va être intéressant comment vous allez l'adapter à votre pratique. Avez-vous d'autres choses technologiques cool, comme là, vous avez parlé de robots, vous avez parlé des notes qui se font tout seuls. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, c'est sûr que présentement, nous, on est tout intégré à Microsoft, donc on utilise un peu Copilot pour sortir des tableaux, un petit peu voir les choses. À part ça, je vous dirais... je dirais que c'est pas mal. On travaille sur plusieurs projets, mais surtout, par exemple, le site web, là, où on va avoir un chatbot. C'est-à-dire que, par exemple, sur un site Internet, si vous avez une question, on peut toujours marquer pour trouver l'information. Puis, je travaille aussi pour un chatbot verbal. C'est-à-dire que quand vous appelez à la clinique, c'est un robot qui peut vous répondre, donner les principales informations. Puis quand que le robot atteint son maximum, la secrétaire puisse prendre l'appel, ce qui libère la secrétaire pour d'autres tâches. C'est très cool. Ouais. Autre que les idées pour la technologie, est-ce que vous avez d'autres idées futures pour votre clinique ou vous êtes vraiment orienté
comme technologie en ce moment? J'ai plusieurs idées. Présentement, on est en discussion avec un pneumologue pour offrir des tests d'inhalothérapie, spirométrie. Pour l'asthme, là? Pour l'asthme, tests d'allergie. On est toujours à l'affût de nouveaux partenaires, comme j'ai des physios en haut, on travaille avec des physiothérapeutes. J'ai la clinique La Sécheresse de l'œil, que j'ai fait un partenariat, parce qu'en dermatologie, la rosacée, beaucoup, il y a d'atteinte oculaire. Les gens ne le savent pas, ils ont toujours les yeux secs. Puis souvent, il n'y a pas de clinique qui va les traiter. Donc, on essaie de trouver aussi dans la région des corridors de service. Mais c'est autant d'idées que j'ai d'énergie. C'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant comme entrepreneur, c'est sky's the limit. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Aussi, vous enseignez aussi des cours d'IDC là, à l'hôpital. Comment ça fonctionne en tant que personne qui travaille au privé? Là, vous pouvez faire partie de l'université en même temps? Oui, ça change rien. Okay. Comme je dis, la différence avec le privé, c'est plus le tiers payeur. Donc, c'est pas l'RMQ. Mais pour les autres choses, ça change rien. Ça change rien. Puis, moi, je suis pas là pour vendre le privé à mes étudiants. Je suis là vraiment pour montrer ce que je sais. Puis, j'avais déjà eu une expérience avant en IMC, mais en IDC, c'était une des premières expériences. J'ai beaucoup aimé ça. OK. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve toujours intéressant de redonner. Ouais. Puis, aussi, ça nous fait reviser. Ben oui, le cahier jaune, il y en a des détails. Poser des questions, mais on ne sait pas toujours. Des fois, ChatGPT, ça sert. On va à la toilette, oh non, je vais vous répondre. Nous aussi, on l'aime bien. Oui. Puis, vous savez qu'il bat plusieurs médecins en tests. En droit, je pense 90% de l'examen du barreau, là, ChatGPT était supérieur aux avocats. Wow! C'est inquiétant. Est-ce qu'il y a des choses dans votre pratique que vous aimez moins ou pas? En ce moment, là, la pratique en clinique privée. En dermato, je peux pas rien dire. En médecine familiale, c'est la gestion des cas chroniques, c'est nécessité, arrêt de travail. Je trouve qu'on est mal outillé pour déterminer. C'est sûr que moi, je travaille avec des psychologues, mais c'est sûr que les psychologues sont extrêmement sollicités. Donc, souvent, en 20 minutes ou 30 minutes, décider si on poursuit un arrêt de travail, c'est compliqué. Il y a beaucoup aussi de la psychologie. Donc, des fois, en médecine familiale, on est un peu pris entre l'avis du spécialiste, comme en orthopédie, la CNSST, donc les assurances. Donc, ce côté-là est un peu lourd, oui. Il n'y a pas encore de robot qui peut tout mettre ça ensemble. Non, mais oui, peut-être. Je vous donne des idées. Juste se rejoindre la CNSST, c'est déjà bon. Il faudrait avoir un robot, effectivement, pour appeler. Ça ressemble à quoi les pathologies de dermato que vous voyez comme le plus fréquemment? 25% de l'acné. L'acné, c'est quand même modéré à sévère. On sait avec tout ce qui est virtuel comment l'image est importante. Et puis l'acné, c'est quelque chose que j'ai eu moi quand j'étais adolescent et puis qui m'a beaucoup affecté. Puis je suis content de traiter les acnés modérés, sévères. Moi, je suis capable de partir de la cutane, j'ai une bonne expérience. Donc souvent, les gens n'ont pas accès ou leur médecin de famille ne le prescrivent pas. C'est un an d'attente. Donc c'est souffrant l'acné. Puis c'est quand même une pathologie facile à traiter, là. Psoriasis, eczéma, dermatite de contact, virale, champignons, tinea, quand même des choses fréquentes. Puis les lésions pigmentaires, Ça ressemble à quoi si jamais vous devez comme référer? Vu que vous êtes au privé, comment on fait pour référer au public? C'est la même chose. Nous, notre système, on a le dossier médical électronique. On fait affaire à ce qu'on appelle un CRDS. CRDS, c'est qu'on a toutes les spécialités. Puis on coche ce qu'on veut, on envoie ça par fax. Puis ils ont un temps d'attente déterminé par la raison de notre consultation. Puis les patients sont vus. Il n'y a aucune différence. OK. Et comment les patients ont connaissance de votre clinique dans le sens que si j'ai quelque chose de dermatologique, je vais penser comme je dois aller voir un dermato.
comment les gens ils prennent connaissance de votre clinique? Est-ce que vous avez beaucoup de publicité à faire? Oui. Oui. C'est sûr que c'est comme un petit peu un avocat qui démarre ou un notaire, un ingénieur. Il faut qu'il se fasse connaître. Oui. Et puis en privé, il y a un effort important en marketing. Donc, il faut être vu sur Google. Quand que le besoin est, il faut que les gens nous retrouvent. Tous les médias sociaux, tout ça. Donc, on fait appel à aussi des photographes, des belles photos. Ça prend quand même un site aussi très fonctionnel. Donc, ça prend un souci aussi du produit. Et ça, ben, même si en médecine, on est peu formé pour ça, je pense que les médecins privés, en tout cas, sont conscients qu'effectivement, de l'image de marque que doit donner une entreprise. Là. OK. Parce qu'une réputation, ça prend des années à se faire. Ça prend quelques secondes à se détruire. Ouais. Et je vais sortir du sujet pas mal, mais vous parlez qu'il y a plusieurs IPS à votre clinique. C'est quoi la différence entre une IPS et un médecin de famille? Juste par intérêt personnel. Ouais. Ben, les IPS ont une maîtrise. Il y a des IPS qui sont spécialisés en première ligne, des IPS en santé mentale, donc ils ont un certain choix de spécialité. Mais nous, nos IPS, je peux dire qui font la même chose. C'est pas des médecins, là, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais ils font la même chose qu'un médecin. Là. Ils voient les patients seuls. Moi, je suis le directeur scientifique. S'il y a des questions, ils viennent me voir. Mais j'ai été très, très surpris de l'autonomie. L'autonomie de leur pratique. Puis ça désengorge la première ligne. Ouais. Puis les IPS peuvent prescrire. Faire les techniques aussi. Tout, ils peuvent tout faire. Ouais. OK. Je pense que de plus en plus, je pense qu'il reste juste la santé mentale encore qui doit quelquefois me consulter, mais toutes les barrières ont été quasi abolies là, en collaboration du Collège des médecins. C'est vraiment bien. J'imagine aussi avec l'expérience, au final, ça acquiert beaucoup de connaissances. Là. C'est ça. Puis ça devient pareil là, après. Ouais, c'est sûr que un médecin, c'est un médecin. C'est sûr qu'il y a une formation un peu différente. C'est sûr que les IPS sont plus formés comme les premières lignes en bureau. Donc, on les voit moins à l'hôpital, tout ça. Donc, je pense que chacun peut trouver son compte. Comme dernière question, si vous aviez, à moins que vous en aviez d'autres, si vous aviez... parler de mon robot? Non, pas comme dernière question. Si vous aviez comme un conseil à donner aux étudiants en médecine qui cherchent leur spécialité, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, ce serait quoi que vous leur diriez? Ben, moi, je pense qu'il faut qu'ils soient à l'aise de faire cela pendant 10 à 20 ans, peut-être plus. Donc, il faut qu'il y ait une passion. Il faut aussi qu'il se situe par rapport à une carrière qui est plus évolutive ou plus stable. C'est-tu une carrière où on veut, par exemple, changer de pratique, changer de milieu, où on est mieux dans une pratique qui est plus stable, on se voit à long terme dans la stabilité. Puis, je dirais aussi pour les patients, pour les étudiants qui ont besoin d'un petit peu plus de sécurité, il y a des zones mortes dans certaines spécialités ou en médecine de famille. Il ne faut pas tout savoir, tout connaître. Donc, aussi de regarder son propre niveau d'anxiété, son propre niveau de confort. Moi, je pense que c'est des critères qui sont importants. Puis, il faut aimer donner à l'autre. Il faut aimer donner à l'autre. Puis, il faut aimer se dédier à l'autre. Parce qu'il y a des journées qui ne sont pas faciles. Il y a des patients qui ne sont pas faciles. Puis, la COVID a aggravé tout ça, là. Merci pour les conseils, puis merci d'avoir participé au podcast. Oui, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rien de triper sur les robots. Merci. Rien.